Madame Navarro, vous êtes comptable, une auditrice glorifiée pour le DOD. L'avocat de la défense arpentait la salle devant le box des témoins, sa voix un accent traînant, condescendant et mielleux destiné au jury. Il s'arrêta, s'appuya sur la rambarde et sourit d'un air suffisant. Qu'est-ce qui vous rend une simple comptable des haricots, éventuellement qualifiée pour alléguer une conspiration de cette ampleur? La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. Je me penchai en avant vers le microphone, ma propre voix plate, froide et précise. Vous avez raison, je suis une auditrice, et mon travail consiste à trouver ce que les gens essaient et échouent de cacher. Je laissai cela planer un instant. Votre cliente a dissimulé un écart de 1-2 millions de dollars. Mais elle a commis une erreur. Elle l'a dissimulé à l'intérieur d'un être humain. 3 mois plus tôt, toute cette scène aurait été inimaginable. J'étais dans mon élément professionnel, menant une inspection de conformité de routine, un monde de tableurs et de journaux sécurisés. Je m'appelle Anna Navarro. Dans l'environnement stérile et à enjeu élevé du bureau de l'inspecteur général du département de la Défense, je suis une enquêtrice senior. Mes collègues m'appellent le scalpel, un nom que j'ai gagné pour être respecté, crainte et chirurgicalement précise à trouver la fraude et le gaspillage que les autres manquent. C'est une vie d'autorité tranquille, construite sur des faits. Mais dans ma tête, dans les moments où le bureau est silencieux, je suis encore la fille invisible de la maison pour enfants St. Jude's. Je suis encore ce numéro, ce dossier, cette fille que le système a oubliée. Mon sujet ce jour-là était le général Thorne, un général 3 étoiles qui était tout en acier et en commandement, supervisant un réseau logistique de la taille d'un petit pays. Il était poli, professionnel, mais visiblement tendu. Un audit de l'OIG n'est jamais une expérience confortable, pas même pour un homme qui portait son autorité comme une seconde peau. Je faisais juste mon travail, passant par la liste de contrôle, ma voix un monotone plat, vérifiant le journal des actifs sécurisés, élément 4. Mes yeux dérivèrent du registre, juste pour une seconde, vers son bureau personnel. Glissé derrière une lourde médaille de défi, se trouvait un petit cadre photo usé. Dedans, une petite fille, peut être 8 ans, rayonnait d'un sourire lumineux, édenté, et juste sur son menton, une petite cicatrice distinctive en forme de croissant. Mon souffle se bloqua. Le bloc-notes dans mes mains pesait comme 1000 livres. Une peur glacée familière m'envahit, un sentiment que je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis 20 ans. Je connaissais cette cicatrice. Je l'ai causée, cette cicatrice. Il y a une vie entière, avec une pierre au bord tranchant pendant un jeu de faire-semblant dans la cour poussiéreuse et désespérée de Stan. Jude's, c'était Maria. Maria. Ma voix sortit en un murmure, une violation totale de mon propre protocole inflexible. Monsieur. Je connais cette fille. Le général Thorne leva les yeux, sa concentration brisée, son expression clairement agacée par l'interruption. Excusez-moi, inspectrice, nous sommes au milieu d'eux. Sa voix s'estompa alors qu'il vit où je regardais. Cette fille, dis-je, ma voix tremblant juste légèrement. Maria. Nous étions à St. Jude's, ensemble. Le monde entier du général, l'acier, le commandement, le sang-froid de 3 étoiles, se désintégra. Il se leva si vite que sa lourde chaise racla le sol dans un bruit comme un cri douloureux. Sa voix, qui avait tonné avec autorité, était une chose étranglée, tremblante. Ce n'est pas possible. Il me fixa, les yeux écarquillés d'un espoir terrible, frénétique. C'est Alara, ma fille. Elle a été enlevée d'un parc il y a 15 ans. Son monde venait de heurter le mien. Il pensait que sa fille était une victime d'enlèvement nommée Alara. Je la connaissais comme une orpheline nommée Maria. Et je connaissais la seule personne qui nous reliait tous les deux. La femme qui m'avait dit, toutes ces années auparavant, que Maria avait été adoptée par une famille aimante, au Canada. Pour comprendre le règlement de compte qui a suivi, vous devez comprendre les 2 vies que je menais, mes 2 mondes, ils ne pouvaient pas être plus différents. L'un était le passé dont j'avais fui, et l'autre était la forteresse que j'avais construite pour y échapper. Le passé était la maison pour enfants St. Jude's.
Ce n'était pas une maison, pas vraiment. C'était une institution, un lieu de murs gris, de nourriture grise, et du poids constant, écrasant, de savoir que vous étiez un poste budgétaire, pas une personne. C'était le monde de Madame Albright, la directrice de l'orphelinat, une femme froide, sévère et totalement obsédée par ses registres. Elle n'élevait pas des enfants, elle gérait des actifs. Nous étions juste des têtes à compter, des bouches à nourrir, à peine. Même à l'époque, j'étais la fille des systèmes. J'étais calme, observatrice, et celle qui suivait tout. Je savais qui avait de nouvelles chaussures, qui avait des portions supplémentaires au dîner, et quels lits étaient les plus chauds en hiver, loin des fenêtres qui claquent. Et puis il y avait Maria. Maria était l'étincelle. Elle était brillante, fougueuse, et toujours dans les ennuis. Elle était la vie dans cet endroit gris et désespéré, et j'étais l'ombre qui veillait sur elle, essayant de la garder en sécurité. J'étais les chiffres, et elle était le cœur. Je me souviens, j'avais peu, être 10 ans. J'avais suivi les registres de dons. Je vous l'ai dit, je suivais toujours. Je suis entrée dans son bureau, tenant le grand bloc-notes comme un bouclier. Madame Albright, dis-je. Ma voix petite mais certaine. Le registre de dons de l'Église indique que nous avons reçu 50 nouveaux manteaux, mais je n'en ai compté que 10 dans le placard à fournitures. J'étais fière de l'avoir trouvé. Je pensais que j'aidais. Elle n'a même pas levé les yeux de ses papiers. Elle a juste souri, un sourire mince et froid qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle a tendu la main et a tapoté mes cheveux d'un seul geste condescendant. « Ne te préoccupe pas des affaires d'adultes, Anna, dit-elle, sa voix comme de la glace. Tu n'es qu'un numéro ici, ma chère. Mieux vaut que tu t'en souviennes. Juste un numéro. C'est tout ce que j'étais. Tout ce que nous étions. C'était la première fois que je réalisais que le système n'était pas juste négligent. Il était activement hostile. Et puis, un mardi, Maria a disparu. C'était soudain. Pas d'au revoir, pas de fête d'adieu larmoyante. Juste un lit vide, les draps déjà retirés et pliés. Quand j'ai demandé, on m'a dit, pas par Albright, mais par une aide plus jeune qui avait l'air terrifiée, que Maria avait été adoptée par une famille aimante au Canada. On m'a dit en termes clairs que je ne devais pas en parler, mais ça semblait faux. Ça ressemblait à une autre entrée dans un registre que je n'étais pas autorisée à voir. Ce sentiment, cette froideur fausse, est ce qui m'a poussée. C'est ce qui a construit l'autre Anna, l'enquêtrice Navarro. Mon monde, maintenant, est le pôle opposé de St. Jude's. C'est un monde de sif stérile du dode, de responsabilités tranquilles et immenses et de faits inattaquables. Ici, mon obsession pour le suivi n'est pas une habitude enfantine, c'est une arme fédérale. Mon équipe me respecte. Il n'y a pas de tapotement condescendant sur la tête, juste des résultats. Le mois dernier, mon patron m'avait appelé. Navarro, avait-il dit, sa voix pleine d'un respect sincère. Votre audit du projet Chimera était chirurgical. Absolument chirurgical. Vos découvertes ont déclenché 3 arrestations et ont économisé 80 millions de dollars à l'armée de l'air. C'est ma vie maintenant. Je trouve les chiffres qui ne collent pas, et je tiens les gens responsables. Mon travail ne consiste pas seulement à trouver le gaspillage, cependant. Je me spécialise dans les schémas. En ce moment, je mène un index croisé de toutes les distributions de subventions contre les enregistrements de protection de l'enfance au niveau de l'État. Je cherche les placements fantômes. Ce sont des enfants qui existent sur un registre de paiement pour lesquels l'État paye, mais qui disparaissent du système. Ils sont juste partis. Et alors que je me tenais là dans le bureau du général Thorne, fixant cette photo d'Alara avec la cicatrice de Maria, les 2 moitiés de ma vie se sont heurtées avec la force d'un accident de voiture. Les placements fantômes que je chassais. Maria. Alara. Ils n'étaient pas juste des fantômes. Ils étaient des produits. Madame Albright. Les registres. Les 50 manteaux qui sont devenus 10. L'adoption soudaine au Canada. Tout s'est mis en place avec une clarté froide et écœurante. Le système n'avait pas perdu Alara. Il n'avait pas perdu Maria. Il l'avait blanchie. Pendant 20 ans, j'avais essayé d'oublier le sentiment d'être juste un numéro,
mais maintenant je réalisais que toute ma carrière avait été une formation pour cela. Madame Albright m'avait appris à être invisible. Elle n'avait jamais imaginé que j'apprendrais à utiliser cette invisibilité comme une arme. Le choc dans le bureau du général Thorne a duré peu. Être 30 secondes. Puis il s'est estompé. Et quelque chose d'autre, quelque chose de froid, dur et familier, s'est installé à sa place. La fille invisible s'est reculée. Et l'enquêtrice Navarro a pris le relais. Je regardais le général droit dans les yeux. Ma voix parfaitement stable. Je crois que votre fille a été trafiquée par un réseau d'adoption corrompu opérant depuis St. Jude's. Je ne peux pas ouvrir une affaire froide. Ce n'est pas ma juridiction. Mais St. Jude's a reçu des millions en subventions fédérales au cours des 2 dernières décennies. Je peux ouvrir une enquête sur le gaspillage, la fraude et les abus. Et je le ferai. Son chagrin se durcit visiblement en une résolution pure et froide. Il n'était plus juste un père désespéré, il était un général 3 étoiles. Et il était mon allié. Je ne peux pas affecter mon commandement à cela, Navarro, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Mais je peux passer un appel. Je peux obtenir d'un juge fédéral qu'il décèle 20 ans de registre financier de St. Jude's pour des motifs de sécurité nationale. Ils seront sur votre bureau demain matin. Et ils l'étaient. Je m'y suis plongée. Ce n'était pas une question d'émotion. Ce n'était pas une question de vengeance pour la petite fille à qui on avait dit qu'elle n'était qu'un numéro. C'était une question de piste papier. C'était mon langage. Je m'enfermais dans une salle de données sécurisée. Le bourdonnement bas et constant des serveurs était le seul bruit. Mon visage n'était éclairé que par la lueur des 2 moniteurs, alors que je croisais 2 décennies de relevés bancaires anciens, d'identifiants fiscaux, de fichiers d'adoption cryptés et d'allocations de subventions fédérales. Je ne cherchais pas une seule preuve irréfutable. C'est ce que font les amateurs. Je cherchais le schéma. Et je l'ai trouvé. C'était presque élégant, dans sa propre manière terrible et systématique. Les frais d'adoption pour Maria s'élevaient exactement à 75 000 $. Ils ont été virés d'une société écran offshore basée aux Caïmans, un coupe-circuit classique. Mais, sur le formulaire fédéral 990 de l'orphelinat, le dépôt fiscal obligatoire pour tous les organismes à but non lucratif, cela était listé comme un don charitable anonyme. Ce n'était pas une adoption. C'était du blanchiment d'argent. Utilisant un enfant comme actif. C'était l'hameçon. Maintenant, je devais juste ferrer le poisson. J'ai vérifié l'enregistrement de la société écran. L'agent listé? Une société holding au nom générique. Et qui était le propriétaire unique de cette société holding? Le beau-frère de Madame Albright. Je sentis un sourire froid et mince toucher mes lèvres. C'était le clic. Le moment où tout le puzzle s'assemble. Je continuais à creuser. À 3 heures du matin, j'avais trouvé 3 autres adoptions avec exactement la même empreinte financière. 3 autres enfants, 3 autres sociétés écrans, toutes liées à elle. Madame Albright avait construit une forteresse de papier pour cacher ses crimes, comptant sur le monde pour voir des enfants comme moi comme sans valeur. Comme des erreurs d'arrondi. Elle était sur le point d'apprendre. Je suis l'auditrice. Et je trouve toujours l'écart. J'entrais dans cette salle d'audience fédérale, mes talons claquant sur le sol de marbre froid. Cela semblait plus stérile que n'importe quelle installation sécurisée dans laquelle j'avais été. Et elle était là. Madame Albright. Elle était assise à la table de la défense, paraissant petite et frêle dans son tailleur coûteux, une performance délibérée. Son avocat, un homme au sourire de requin et aux cheveux plaqués en arrière, lui murmurait à l'oreille. Puis mes yeux le trouvèrent, dans la galerie. Le général Thorne était assis au premier rang, droit comme un I. Une promesse silencieuse de jugement 4 étoiles dans son uniforme de parade complet. Il n'était pas là en tant que général. Il était là en tant que père. Toute la stratégie de la défense consistait à me discréditer. L'avocat avait passé 1 heure à me peindre comme une ancienne pupille vindicative, une orpheline amère et instable avec une rancune personnelle. Il essayait d'en faire une question d'émotion, d'un fantasme de vengeance d'une petite fille. Il était sur le point d'apprendre. Je ne traite pas d'émotions.
C'est alors qu'il commit son erreur fatale, juste pendant le contre-interrogatoire. Madame Navarro, vous êtes comptable, une auditrice glorifiée pour le DOD, ricana-t-il au jury. Il se pencha, sa voix dégoulinant de condescendance. Qu'est-ce qui vous rend une simple comptable des haricots, éventuellement qualifiée pour alléguer une conspiration de cette ampleur? La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. Je me penchai en avant vers le microphone, ma propre voix plate, froide et précise. Vous avez raison. Je suis une auditrice. Et mon travail consiste à trouver ce que les gens essaient, et échouent, de cacher. Je laissai cela planer un instant, alors que son sourire suffisant vacillait. Votre cliente a dissimulé un écart de 1-2 millions de dollars. Mais elle a commis une erreur. Elle l'a dissimulé à l'intérieur d'un être humain. Quand ce fut mon tour à la barre en tant que témoin expert de l'accusation, je n'étais pas Anna, l'orpheline. J'étais l'enquêtrice Navarro. J'étais calme. J'étais clinique. J'avais mes classeurs, et j'avais la vérité. Le 14 mai 2005, commençai-je, ma voix claire et stable. La maison pour enfants St. Jude's a reçu la subvention fédérale 44B, désignée pour des améliorations capitales. 2 jours plus tard, le 16 mai, un virement de exactement 75 000 dollars est apparu sur un compte pour le fonds de charité privé de Madame Albright. Un jour après cela, le 17 mai, les papiers d'adoption de Maria ont été accélérés, utilisant une dérogation de 72 heures, citant une urgence familiale. Le code d'autorisation pour cette dérogation était 18 Delta. Je fis une pause, regardant directement le jury. Selon les propres statuts de l'orphelinat, ce code spécifique n'était autorisé à l'utilisation que par Madame Albright. L'avocat bondit sur ses pieds. Objection. Elle spécule. La juge, une femme sans fioriture, qui avait clairement lu mon rapport, ne cligna même pas des yeux. Elle connecte les points. Maître, asseyez-vous. Laissez-la finir. Je me tournai vers la dernière pièce à conviction. Ce n'est pas juste une question d'argent, dis-je, ma voix se durcissant juste un peu. C'est à propos du système. Madame Albright n'a pas juste vendu des enfants, elle les a effacés. Elle a créé de nouvelles identités. Je l'ai tout exposé. Les sociétés écrans, les comptes offshore, le schéma. Elle a pris Maria et l'a transformée en Alara. Elle l'a vendue à une famille, qui ensuite, 18 mois plus tard, l'a déclarée kidnappée. C'était toute une performance, une façon de couvrir leurs traces, de couper la piste papier. Je regardais enfin Madame Albright. Son masque de composure frêle avait disparu, son visage un masque pâle et tordu de haine. Mais ils n'ont pas pu couper la piste bancaire. On ne peut pas effacer les chiffres. C'est alors qu'elle craqua. La vieille femme frêle disparut. « Toi !» hurla-t-elle. Sa voix un sifflement rauque, alors qu'elle essayait de bondir de sa chaise. « Tu as toujours été une petite fouineuse sans valeur. Ordre !» Le marteau de la juge s'abattit, le bruit comme un coup de feu dans le silence soudain. Ordre dans la cour. Je détournai le regard d'elle. Mon travail accompli. Mon regard trouva le général Thorne. Ses yeux étaient fermés serrés, son visage rigide, alors qu'une seule larme silencieuse roulait sur sa joue. La piste papier était irréfutable. À cet instant, elle n'était pas une enfant, et je n'étais pas une auditrice. J'étais un témoin, et mon témoignage était le reçu pour une vie volée. Le verdict revint en moins de 3 heures. Coupable. Sur les 12 chefs d'accusation. Fraude électronique, blanchiment d'argent, trafic d'êtres humains. Les mots résonnèrent dans la salle d'audience à haut plafond, chacun un coup de marteau, une entrée finale. Définitive dans un registre que j'avais attendu toute ma vie de fermer. Je regardais, mon visage impassible, alors que la cohue médiatique éclatait. Madame Albright. Elle ne paraissait plus frêle. Elle paraissait juste. Petite. Vaincue. Le masque avait disparu, et en dessous n'était qu'une vieille femme amère. Je les regardais lui passer les menottes. Je regardais la femme qui m'avait dit que je n'étais qu'un numéro devenir un elle-même. Un dossier. Un numéro de détenu. Un problème qui était,
Enfin, résolu. Méthodique. Le bruit de la salle d'audience était un rugissement sourd dans mes oreilles. Alors que je descendais l'allée, la foule s'écarta, et je me retrouvai face à face avec le général Thorne. Il n'avait pas bougé de son siège. Les reporters criaient son nom, le mien, mais il ne semblait pas les entendre. Il se leva simplement, lentement, à sa pleine et imposante hauteur. Il me regarda droit dans les yeux, et pendant un long moment, il ne dit rien. L'air crépitait de tout ce qui ne pouvait pas être dit. Les années de douleur, l'espoir impossible, la victoire partagée. Puis, au milieu de ce couloir chaotique, il fit quelque chose qui stupéfia toute la salle dans le silence. Il leva la main, pas en un salut amical, mais en un salut militaire lent et formel. Ce n'était pas un geste d'un général à une auditrice. C'était d'un être humain à un autre. Un signe du respect le plus profond imaginable. Je sentis une vie entière d'être invisible, juste, s'évaporer. Après un instant, ma gorge serrée, je lui donnai un seul hochement de tête sec, reconnu. Il baissa la main, ses yeux toujours fixés sur les miens. Sa voix, quand elle vint enfin, était rauque, à peine un murmure. Il posa la seule question qui comptait, celle qui planait dans l'air depuis ce premier jour dans son bureau. « Ma fille ». Il s'étouffa. « Alara. Est-elle » Je n'avais pas besoin qu'il finisse. J'attendais cela. Je plongeai la main dans ma mallette et sortis un seul dossier scellé. Il pesait plus lourd que tous mes classeurs combinés. Je le lui tendis. « Son nom est Maria, dis-je, ma voix douce mais claire. Elle est en vie. Les parents adoptifs qui l'ont achetée, ils sont aussi en garde à vue. Un marshal américain est avec elle en ce moment, dans une maison sûre en Virginie. » Il serra le dossier comme une bouée de sauvetage, ses jointures blanches. Je le regardais en retour, soutenant son regard, m'assurant qu'il m'entende. « Elle sait que vous la cherchez, monsieur. » Je fis une pause. Elle a peur. Mais elle est prête. 1 an plus tard, je me tenais à regarder par la fenêtre de mon nouveau bureau. Il était plus grand, à un étage plus élevé. La vue était expansive. La petite plaque argentée sur ma porte ne disait plus enquêtrice. Elle disait « Chef de section A, Navarro, division des crimes financiers ». Je l'avais gagné. Je l'avais construit. Non avec des poignées de main, mais avec des faits. Mon focus n'était plus seulement sur le gaspillage. Mon projet Atlas était une nouvelle initiative pour utiliser l'exploration de données, pour prédire et intercepter les réseaux de trafic avant qu'ils ne puissent créer une autre Maria, une autre Alara. Ma nouvelle famille, ma vraie famille, était l'équipe que j'avais construite. Mon analyste principal frappa et entra sans attendre. « Chef », dit-elle, déposant un dossier sur mon bureau, sa voix pleine du respect décontracté et gagné que j'avais appris à chérir. « L'audit du projet Atlas est prêt pour votre revue. Nous avons déjà trouvé les écarts que vous aviez prédits. » Je me tournai de la fenêtre, un petit sourire satisfait sur le visage. « Bien, dis-je, mettons-nous au travail. » Alors que mon équipe entrait, mes yeux dérivèrent vers mon propre bureau. Glissée derrière ma médaille de défi du DOD, se trouvait une nouvelle photo. Elle n'était pas usée, comme celle du général l'avait été. Elle était nouvelle, imprimée juste le mois dernier. C'était d'un simple barbecue dans une cour arrière, le genre que je n'avais jamais eu enfant. Dedans, le général Thorne, paraissant maladroit et incroyablement heureux dans un polo, avait son bras autour d'une jeune femme, Maria. Elle souriait, un peu timide, un peu hésitante. Mais ses yeux étaient brillants. Et j'étais debout à côté d'eux, tenant une spatule. Ce n'était pas une fin parfaite de conte de fées. Ce n'était pas un conte de fées. C'était quelque chose de plus réel. C'était un début restaurateur, un travail en cours. Je regardais la photo un moment, puis me tournai vers mon équipe, vers les chiffres sur mon écran. Madame Albright m'a appris que je n'étais qu'un numéro sur un registre. Elle a oublié que dans les bonnes mains,
Un numéro peut devenir une voix, un témoin et une arme. Parfois, les audits les plus importants ne concernent pas l'argent. Ils concernent la justice. Si vous avez déjà dû utiliser vos compétences uniques pour exposer une vérité que tout le monde ignorait, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, nous savons qu'aucun détail n'est jamais trop petit.